Bien, on attaque maintenant la quatrième partie, le cas des groupes abéliens finis, les fameux GAF. Alors, 17, soit θ, alors G c'est un groupe abélien fini, son ordre est noté grand N. Alors, 17, θ de G dans GL de E, une représentation, attention, elle est irréductible, donc ça veut dire que E ne possède pas de sous-espace invariant non trivial. Bien. Montrer que pour tout G, θ G puissance n égale l'identité de E, bah oui, parce que θ de G puissance n, c'est θ de G puissance n, puisque θ est une représentation, c'est un morphisme de groupe. G puissance n, bah, c'est E d'après le théorème de Lagrange, car grand G est d'ordre n. Et donc, ça fait qu'on a θ de E, et comme θ est un morphisme, θ de E, c'est l'identité. En déduire que θ de G est diagonalisable pour tout G, bah oui, parce qu'il est annulé par un polynôme sin des simples. Alors je vous rappelle qu'on est sur le corps C, hein, qui est algébriquement clos, et xn moins 1 annule θ de G, et xn moins 1 est bien connu pour être sin des simples. Petit b, montrer que les endomorphismes θ de G ou G parcours grand G ont un vecteur propre en commun. Alors, il fallait se rappeler de, du tout début, je crois que c'est l'exercice 2, voilà, l'exercice 2, voilà, petit c. Hein. Donc là, les θ de G, ça va être des endomorphismes, bon, même si c'est des automorphismes, en particulier c'est des endomorphismes, ils sont tous diagonalisables, c'est ce qu'on vient de montrer, ils commutent, et bien pourquoi ils commutent? Ben, comme G est abélien, ben, les petits g ils commutent, donc comme θ est un morphisme de groupe, les θ de G commutent entre eux, voilà, et donc il existe une base de E formée de vecteurs propres communs. Donc comme E est non nul, il l'avait dit, hein, irréductible, ça veut dire que l'espace est non nul, donc il existe au moins un vecteur propre commun, et maintenant, comme on prend un vecteur propre, on regarde la droite engendrée par le vecteur propre, elle va être, ça va être un espace, un sous-espace invariant par G, parce que c'est un vecteur propre commun, évidemment. Donc, forcément, bah, c'est égal à E, puisqu'il est non nul, et que E est irréductible, que la représentation, en tout cas, est irréductible. Donc, E est de dimension 1. 18. Justifier que lorsque E est de dimension 1, alors GL de E est isomorphe au groupe C étoile. Oui, GL de E, comment dire? On sait qu'on a un isomorphisme, hein, à partir du moment où on a une base, entre L de E et Mn de C, voilà, dès qu'on a une base de E, voilà, et que E est de dimension n, et là, E est de dimension 1, donc L de E est isomorphe à C, c'est-à-dire M1 de C, hein, c'est exactement C, et donc GL de E, on veut que les éléments soient de déterminants non nuls, donc c'est bien C étoile. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer, tellement que c'est évident, mais voilà. On peut le dire comme ça. Je suggère pour l'isomorphisme de partir en fait de L de E isomorphe en tant qu'algèbre à Mn de C quand on a une base. Alors, soit G un groupe abélien fini, l'ensemble des homomorphismes de G dans C étoile est noté G chapeau. Les éléments de G chapeau sont appelés les caractères de G. Ainsi, les représentations irréductibles de G s'identifient aux caractères de G. Bah oui, puisque finalement, vous avez vu le 17 et le 18, on a montré que quand on avait une représentation irréductible, forcément θ allait de G, c'était un morphisme de G dans C étoile. C'est ce qu'on a montré précédemment. Mais c'était bien de le rappeler. 19. Montrer que l'application suivante munit G chapeau d'une loi de groupe abélien. Alors on prend alpha, donc ça c'est un morphisme de G dans C étoile, bêta un morphisme de G dans C étoile, et alpha bêta, qui a G associe alpha de G, bêta de G, ça devrait être dans G chapeau. Évidemment,
il faut vérifier que c'est bien défini, c'est-à-dire ici que quand je prends alpha dans G chapeau, bêta dans G chapeau, alpha bêta est bien dans G chapeau, donc que ceci, alors il n'y a aucun doute que alpha G, bêta G appartient bien à C étoile, parce que C est intègre. Il faut montrer que c'est bien un morphisme de groupe. Comme je vous l'ai dit, G étant fini, il suffit de montrer le côté multiplicatif. Donc on aurait ici pour GH, alpha GH, bêta GH, et ensuite ça fait alpha de G, alpha de H, bêta de G, bêta de H, à cause de la définition de alpha et bêta. Et donc maintenant, dans C étoile, on peut commuter, et ça nous fait alpha de G, bêta de G, alpha de H, bêta de H, parce qu'on est dans C étoile, qui est, la multiplication est commutative. Voilà. Et après, ça nous fait donc bien alpha bêta de G fois alpha bêta de H. Et on a bien un morphisme. Voilà. Alors, bon, muni d'une loi de groupe abélien, il faut montrer qu'il y a un élément neutre. Alors effectivement, l'élément neutre, c'est 1, qui à G envoie tout petit g sur 1 dans ces étoiles. Bon, l'associativité est évidente parce que C étoile est associatif, la multiplication de C étoile est associative, donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, l'élément symétrique, bah, on prend l'inverse, hein, c'est-à-dire G donne alpha de G puissance moins 1. Et on vérifie que c'est bien un morphisme, évidemment. Alors, pour la petite histoire, vous voyez que ça correspond au dual dans les espaces vectoriels de dimension finie. Ici, ça ressemble beaucoup. Il y a un grand parallèle entre les deux. Donc c'est une espèce de E étoile ici, mais on met un chapeau, on ne met pas une étoile. On suppose dans cette question que G est le groupe Z sur NZ. Montrez que l'application suivante est un élément de G chapeau. C'est alpha 1 qui a K bar, donc dans Z sur NZ, associe exponentielle de 2i pi k sur n. Donc il faut montrer que c'est un morphisme. Alors, pour montrer que c'est bien défini, en fait on l'avait déjà fait. C'était le 10 petit c, ici. C'est-à-dire qu'on a Fn égale id E. On peut le refaire, mais ça, en tant que... Quand on multiplie, on regarde l'endomorphisme de multiplication par ça, quand on le fait n fois, évidemment, ça fait l'identité. De toute façon, on voit bien que ça ne dépend pas du représentant choisi, et le fait que ce soit un morphisme, ici on a un groupe additif, et là c'est multiplicatif, évidemment, mais ça c'est l'exponentielle qui fait le job. Donc on a bien un caractère ici. Petit b, montrer que G chapeau est un groupe cyclique d'ordre n engendré par alpha 1. Avec une indication, on pourra considérer alpha de 1 bar. Effectivement, on voit que d'une part, un caractère de z sur nz, de g égale z sur nz, est entièrement déterminé par l'image de 1 bar. Une fois qu'on a l'image de 1 bar et qu'on sait que c'est un caractère, donc un morphisme, on a l'image de tous les autres. Mais 1 bar ne peut pas aller vers n'importe quoi, il faut qu'il y ait un passage au quotient. Et le passage au quotient, ça va nous donner une condition nécessaire et suffisante. Et pour qu'il y ait passage au quotient, on a vu qu'il fallait que ça, à la puissance n, que l'élément auquel on envoie 1 bar, à la puissance n, ça nous fasse 1, évidemment, qui correspond au fait que dans G, n fois 1 est égal à 0. Et donc on va définir alpha indice m qui a 1 bar, ou finalement k bar, associe exponentielle de 2i pi m k sur n. Ce qu'on a montré finalement, c'est que tous les caractères sont de la forme alpha m, à cause de cette propriété de passage au quotient. Et ensuite, c'est facile de voir que alpha indice m, c'est égal à alpha 1 puissance m, ce qui fait que
G chapeau est un groupe cyclique d'ordre n. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que G chapeau, il est isomorphe à G. Vous voyez, G, il est cyclique d'ordre n, on a G chapeau qui est cyclique d'ordre n aussi. Et donc ça fait encore penser au fait que E étoile, dans les espaces de dimension finie, le dual est isomorphe à E. Ils sont tous les deux de même dimension. Et de la même manière, l'isomorphisme n'est pas canonique. L'isomorphisme, ici, dépend du choix, ici, de alpha 1, c'est-à-dire d'une racine énième primitive de l'unité. Bon, je rajoute ça en petite histoire. C'était pas la peine de raconter tout ça. 21. Déterminer G chapeau lorsque G, le groupe Z sur 2Z, croise Z sur 2Z. Donc c'est pour montrer un peu qu'il n'y a pas que les cycliques, on est dans les abéliens finis. C'était bien de mettre cet exemple-là. Donc lui, il a deux générateurs, 1, 0 et 0, 1. Alors, on va prendre G chapeau. Bah, on va regarder nécessairement ce qu'on doit avoir déjà dans un premier temps. 0, 0 bah, va vers 1, forcément, puisque c'est un caractère. 1, 0, bah, il va aller vers un élément qui est forcément, qui doit vérifier qu'au carré, ça doit être 1, puisque quand on multiplie par 2, 1, 0, ça fait 0. Donc au carré, ça devrait être 1. Donc soit on l'envoie vers 1, soit on l'envoie vers moins 1. 0, 1, c'est pareil, on l'envoie vers 1 et vers moins 1. Et 1, 1, bah, une fois qu'on a déterminé, on a une base finalement, hein, 1, 0, 0, 1, c'est une base. Eh bien, bah, une base, ouais, si on le voit comme f de espace vectoriel, quoi. Donc 1, 1, c'est 1, 0 plus 0, 1. Donc lui, il est complètement déterminé. Donc en fait, on a 4 éléments, encore une fois. G chapeau, donc ici, ça va être l'image de 1, 0 peut être envoyée soit vers 1, soit vers moins 1. L'image de 0, 1, indépendamment, peut être envoyée soit vers 1, soit vers moins 1. À chaque fois, on vérifie que ça détermine un élément de G chapeau. On a 4 éléments. Et en fait, on vérifie, bon, ça dépend ce que le concepteur appelle déterminé, mais est-ce que c'est déterminé à isomorphisme près ou déterminé précisément? Mais G chapeau est isomorphe, encore une fois, à Z sur 2Z, croix Z sur 2Z. En fait, on a toujours cet isomorphisme, hein, dans le cas des GAF, des groupes abéliens finis, entre G et G chapeau. Allez, on s'arrête là.